Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot consacrée aujourd'hui au rapport entre l'homme et les animaux. Nous assistons en effet aujourd'hui à l'émergence d'un drôle de rapport entre les animaux et l'homme. Alors qu'il y a peu, on favorisait encore l'ancien rapport d'amitié entre l'homme et la bête, on assiste de plus en plus à un bouleversement de ces rapports. On fait des animaux nos confidents, nos égaux. Les dépenses de luxe pour les chiens explosent, on réclame la promulgation des droits des animaux comme on a édicté les droits de l'homme. Alors comment comprendre cette nouvelle attitude face aux bêtes et quel rapport à notre humanité suppose-t-il? Sous couvert de respecter l'animal, quelle crise de l'humain se prépare-t-on? Parce que parler des animaux, c'est une manière indirecte de faire de l'éthique, et c'est surtout parler de l'homme. J'ai invité aujourd'hui deux auteurs d'un livre sur ce sujet. Nous ne sommes pas des animaux, mais on n'est pas des bêtes. Les deux auteurs sont Jean-Marie Meyer, professeur de philosophie en classe prépa au lycée Stanislas, et Patrice de Planquette, journaliste, essayiste et conférencier qui a dirigé la rédaction du Figaro Magazine. Alors, messieurs, bonjour. La question que j'ai un peu écorché le titre de votre livre au début. Il est un peu étonnant ce livre, surtout en ce moment où tout semble être, on est dans une sorte de doxa, de pensée unique sur les animaux sont nos amis. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Le livre, c'est « Nous sommes des animaux, voilà. Mais on n'est pas des bêtes ». Voilà, j'ai écorché votre livre parce que le titre, j'ai du mal à le voir. Et c'est important parce que l'enquête amène à constater que l'homme est un animal aussi, il est l'un des animaux, mais il n'est pas une bête. Et les animaux qui sont des bêtes et qui ne sont pas des humains sont très différents des humains. C'est à ça qu'aboutit notre enquête. Alors, pourquoi qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi tout d'un coup vous êtes décidé d'écrire ce livre? Bien, à l'origine, il y a pour moi la rencontre entre mes élèves et une difficulté sociale qui m'a choqué. Tout commence par une petite histoire. Je sors de mon cours un matin, il y a de ça quelques années, j'enfourche mon vélo, et tout d'un coup, je tombe en arrêt devant une affiche. Une affiche en partie double avec d'un côté un chien garrotté avec des électrodes qui étaient branchées sur ses pattes et sur sa tête, et de l'autre, des malheureux derrière des barbelés, manifestement un camp de concentration. Et j'ai eu le sentiment d'assister là à quelque chose de grave et de très significatif sur ce que nous étions en train de vivre. Et je me disais, c'est quand même étrange. De quel droit peut-on mettre en rapport une souffrance, certes, qui peut avoir quelque chose d'excessif, celle du chien, et la solution finale? J'étais perplexe, je rentre à la maison, je réfléchis, et il se trouve que le lendemain, je retrouve les élèves. Et là, deuxième vague d'étonnement. Comme c'était devant le lycée, je dis à mes élèves, vous avez dû voir. Ils me disent oui. Et aucun d'entre eux, je dis bien aucun, n'est choqué par le rapprochement entre, j'y insiste, une souffrance animale qui doit bien sûr être évitée si on le peut, mais le rapprochement entre l'animal et des êtres humains qui avaient été absolument anéantis, bafoués, etc. Et là, je me suis dit que, manifestement, ces élèves ne voyaient pas le problème. Je leur dis, mais vous vous rendez bien compte que ça veut donc dire qu'on s'autorise le passage de l'avilissement de l'homme à l'animal, alors que, enfin, on n'est pas au même plan, c'est très grave. Et eux me disaient, mais vous exagérez, c'est pas si grave que ça, il faut bien comprendre l'intention de la publicité. Et c'est là où le livre a pris corps. Je me suis dit, si effectivement, il est possible de penser que de la souffrance animale, on peut en quelque sorte, cette souffrance animale, on peut la mettre sur le même plan que l'extermination des hommes, alors c'est que notre civilisation est dans une crise extrêmement profonde. À partir de là, j'ai décidé de réfléchir sur le sujet. Alors vous, c'est une histoire d'ours, Patrice de Planquette. Oui, Jean-Marie Meyer et moi, nous nous sommes rencontrés sur cette préoccupation commune. Moi, j'ai pris conscience du problème à travers mon activité qui est le journalisme, c'est-à-dire le traitement de l'actualité. Au printemps 2006, puis en août 2006, deux ours des Pyrénées, ces fameux ours slovènes importés, installés à grands frais, avec un grand renfort de protection, d'assistance administrative et policière, avec un budget énorme, etc.,
Ces deux ours, l'un disparaît et l'autre, quelques semaines après, se tue, meurt. L'ours Balou disparaît. Alors, Madame Nelly Olin, ministre de l'Environnement, de l'Écologie, je crois même, sonne le tocsin. Elle nous explique que cet ours a forcément été tué, que la justice va passer implacable sur les assassins de ce malheureux personnage pyrénéen qu'est l'ours Balou, et qu'une enquête va être menée et on lance la gendarmerie et tout le monde est sur les dents pendant plusieurs semaines. En réalité, l'ours Balou était allé se promener du côté de Toulouse. Après quoi, il est revenu dans les Pyrénées, il n'était pas mort du tout, personne ne l'avait tué. Quelques semaines après, l'ours Palouma, une ours, celle-là, est retrouvée au fond d'un précipice, morte. De rechef, grande colère de Madame Nelly Olin, on l'a assassinée nécessairement, on envoie le cadavre de l'ours à un laboratoire de médecine légale, on l'autopsie, on cherche le poison, elle a forcément été empoisonnée, cette pauvre Palouma. Au bout de 15 jours d'autopsie, on découvre qu'il n'y a pas l'ombre de poison dans cet organisme ursin. Simplement, Palouma avait dévissé. Elle avait fait un faux pas sur un sentier de montagne, elle est tombée dans le précipice. Pourquoi avait-elle fait un faux pas? Parce que Palouma était un ours de plaine. De même que l'ours Balou, ce qui explique qu'il soit allé se promener en plaine du côté de Toulouse. Car ces ours slovènes que l'on importe à grands frais dans les Pyrénées en haute montagne sont des animaux de plaine, ce qui est une absurdité totale. Moyennant quoi, la ministre a néanmoins sonné le tocsin, jeté le soupçon sur les Pyrénéens, formulé des accusations, c'était nécessairement un assassinat, comme s'il s'était agi d'un être humain. Il y avait donc là quelque chose de profondément anormal, d'étrange, d'autant plus étrange que la plupart de mes confrères des médias n'y ont pas vu malice et ont accepté la façon dont la ministre parlait de cette affaire, avec le mot assassinat, le mot la justice passera, etc. Il y a donc un malaise, et le malaise que j'ai constaté dans cette affaire était le même, vu sous un autre angle, que le malaise constaté par Jean-Marie Meyer auprès de ses élèves. Alors, il y a donc ces deux constatations, mais on peut généraliser. Il y a une sorte de rapport un peu déviant aux animaux en ce moment que vous avez constaté, dont on parle souvent dans ce livre. C'est l'inflation des dépenses pour les animaux, c'est des animaux qui deviennent fous, qui deviennent malades, qui deviennent méchants. Alors l'inflation des dépenses pour animaux, c'est par millions d'euros et à l'échelon de l'Occident par milliards de dollars que s'évaluent les dépenses de luxe, de confort, d'agrément faites par les Occidentaux en faveur de leurs animaux domestiques. Il y a un marché qui se développe à toute vitesse, qui est un marché du luxe pour animaux. Et on le voit d'ailleurs dans les publicités télévisées, où on voit un mannequin absolument superbe, une sorte de mannequin scandinave, qui est d'un air absolument sensuel, ouvre une boîte qui ressemble à une boîte de caviar, et qui est un aliment de luxe horriblement cher que beaucoup de gens ne pourraient pas se payer, et le donne à déguster à un magnifique chat angora, chat extrêmement luxueux et très cher aussi, le slogan du clip télévisé dit pour partager vos passions. Il s'agit donc de partager la passion du chat angora. Oui, mais après tout, le luxe, vous condamnez le luxe, vous ne condamnez pas le rapport à l'animal. C'est peut-être scandaleux d'avoir une Ferrari alors qu'on peut parfaitement se payer une voiture. Le malaise, c'est que la publicité nous indique d'avoir à partager la passion, d'avoir à partager le plaisir du chat. Est-ce qu'un humain peut partager un plaisir de chat ? C'est là qu'est le problème. Il n'est pas dans le fait d'aimer les bêtes. Évidemment, il faut aimer les bêtes. Nous aimons les bêtes, j'aime les bêtes. Jean-Marie Meyer aime les bêtes. Nous aimons tous les animaux. Seulement, il faut se souvenir que l'être humain n'est pas un animal et que si on se met à confondre les deux... N'est pas une bête. N'est pas une bête, pardon. Oui, parce que c'est exact. On va revenir sur cette distinction. L'être humain n'est pas une bête et on se met à confondre les deux, on va rendre malheureuse la bête. Parce qu'il y a une façon de se tromper en aimant les bêtes qui les rend malheureuses. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'on veut faire le bien de l'animal et on arrive à en faire, à faire son malheur ? Oui, pour une raison très simple, c'est que l'homme a du mal à assumer aujourd'hui la position qui est la sienne. Tout à l'heure, j'entendais la présentation, vous évoquiez le mot d'amitié. Je préfère le mot compagnonnage. Les animaux qui n'ont pas la raison, et qu'on appelle pour cette raison-là des bêtes, autant le dire de façon très claire tout de suite, les animaux
qui n'ont pas la raison et qu'on appelle des bêtes. Oui, pardon, je vous interromps. On va faire une petite distinction aristotélicienne, puisque ça vient d'Aristote. L'animal, c'est l'être vivant et donc doué de sensibilité. nous sommes des animaux. Que nous sommes. Voilà. La bête, c'est l'animal, c'est l'être vivant, doué de sensibilité, mais qui ne possède pas la raison, qui est incapable de réfléchir au sens où le mot réflexion a un sens profond, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais qui est capable d'émotion. Or, comme nous sommes capables d'émotion, vous voyez bien tout de suite la difficulté, c'est que nous vivons avec des êtres qui nous ressemblent. Et on se ressemble à on est les mêmes, et la marge est parfois très étroite. J'ajoute qu'ils nous ressemblent sous un aspect que nous avons parfois du mal à interpréter, à savoir le registre émotionnel. Ce qui fait que, comme nous aussi nous avons des passions, eh bien, il faut que nous soyons vigilants sur le sens des limites. Et je crois que c'est aujourd'hui probablement la grande question qui est à la fois une question qui concerne la civilisation dans son ensemble et en un certain sens chacun d'entre nous en particulier. C'est pourquoi je trouve que c'est un sujet très important. Alors justement, quand vous traitez ce sujet où les gens dépensent beaucoup d'argent, etc., le danger c'est de faire un peu polémique, c'est-à-dire de se poser en ennemi des bêtes, alors que les bêtes sont nos amis, ou je vous vois sourire Jean-Marie Meyer, à reprendre le vieux démon du philosophe, vous savez, le Malebranche qui battait sa chienne scolastique en disant « ça crie mais ça ne sent pas », c'est-à-dire c'est un animal sans passion, sans rien. Et les philosophes sont bien connus pour cette indifférence aux animaux. Alors est-ce que vous faites polémique là ? Eh bien, il me semble que, il faut d'abord assumer sa propre histoire. Il est vrai que on ne va pas faire un cours de philosophie, mais dans l'histoire de la philosophie, il est vrai que Descartes a une responsabilité écrasante. Oui. La théorie des animaux-machines... C'est pour ça que j'ai parlé de Malebranche, qui était un de ses disciples. Tout à fait. La théorie des animaux-machines, que Descartes a popularisée, il faut bien le dire, et avec le relais d'un certain nombre de ses disciples, elle a eu cette conséquence dévastatrice que pour se mettre à l'abri, en quelque sorte, d'une confusion avec la bête, l'homme a fini par ignorer sa propre sensibilité. Et nous le payons encore aujourd'hui. Je dirais qu'il y a une sorte de retour de balancier et que nous prenons en pleine figure parce que parfois nous sommes démunis pour dire exactement qui nous sommes. Regardez d'ailleurs, c'est pourquoi ce titre est en lui-même toute la difficulté du sujet. Animal et bête, je crois que pour un certain nombre de nos contemporains, il est extrêmement difficile de faire la différence. Mais ce n'est pas simplement une question de vocabulaire, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire la compréhension de ce que nous sommes et de ce qu'ils ne sont pas. Alors, le philosophe donc doit battre sa coulpe parce que l'histoire de la philosophie récente, Descartes, c'est quand même 4 siècles, alors que la philosophie, vous évoquiez Aristote tout à l'heure, ça nous fait remonter 25 siècles en arrière. Je crois qu'il faut récupérer un certain nombre de concepts, de mots, qui disent de façon juste ce qui est en cause. Nous avons une affectivité, nous avons une sensibilité, les bêtes aussi. À charge pour nous de bien nous distinguer d'eux en les prenant pour des compagnons et en ne leur faisant pas jouer un rôle qui, au total, ne leur apporte rien et qui ne nous honore pas. Voilà, en gros, la perspective qui est la nôtre. C'est tout sauf de la polémique, c'est de la clarification, et la clarification, c'est en quelque sorte la possibilité d'avoir des relations pacifiées avec non seulement les bêtes, mais la totalité de la nature. Alors, je veux bien l'explication du philosophe, mais vous êtes journaliste. Franchement, ça vous énerve, la pâté pour chat? La pâté pour chat, c'est un aspect caricatural. Je l'ai pris parce que c'est un très bon exemple du marketing phénoménal, des millions de dollars qui sont investis dans ce créneau, je n'ose pas dire dans cette niche commerciale, tous les ans. Et ce qui est un peu un scandale par rapport à la misère du monde. Mais ça, c'est... Maintenant, plaçons-nous du point de vue de l'intérêt de l'animal. Regardez, il ne se passe pas de mois sans qu'on apprenne qu'un chien de combat ou un chien d'attaque, un de ces chiens qui devrait être très bien dressé, très tenu par leur maître, a échappé à ses maîtres, a blessé un enfant, quelquefois en a tué un, a attaqué un passant, etc. On dit chien méchant. Non, pas du tout. Ces malheureux chiens ne sont pas du tout méchants. Ils ne sont pas bien dressés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'individu d'aujourd'hui qui s'achète un chien potentiellement dangereux, un chien qui peut devenir un chien d'attaque, qui n'est pas capable de le dresser?
Peut-être d'ailleurs que ce monsieur n'est pas non plus capable d'élever ses enfants, parce que pas chacun est libre, chacun devient ce qu'il veut, l'enfant, l'animal, etc. Résultat, on fait le malheur des individus, parce que l'enfant a besoin d'être éduqué et doucéré, conduit hors de son état natif. Il n'a pas besoin d'être dressé quand même. Mais il n'a pas besoin d'être dressé, l'animal, lui. Et le dressage est tout à fait autre chose que l'éducation, c'est même le contraire. D'un point de vue anthropologique, à certains égards, c'est le contraire. Mais l'animal a besoin d'un dressage et d'un cadre de vie, d'un rythme de vie, d'un environnement qui corresponde à sa nature profonde. Le chien ignore l'égalité. Le chien se considère comme au-dessous de vous ou au-dessus de vous. Si vous ne lui faites pas sentir qu'il est au-dessous, il croira qu'il est au-dessus. S'il est au-dessus, il attaquera nécessairement un jour ou l'autre. Parce qu'un jour ou l'autre, un comportement humain normal lui paraîtra offensant pour lui. Lui paraîtra mettre en danger son territoire ou sa pâtée. Et à ce moment-là, il attaque de manière très surprenante. Les gens se disent « Ah mon Dieu, mais il était si gentil, brusquement il devient méchant ». Non, ce chien a interprété dans sa logique de chien votre comportement, il l'a interprété de travers, parce que vous le lui avez laissé interpréter de travers en lui laissant croire qu'il était le patron. Et donc, il a rétabli l'ordre à la manière du chien, c'est-à-dire à coup de croc. Mais donc, c'est pas de sa faute, c'est de la vôtre, c'est de la nôtre, à nous, maîtres du chien, qui n'avons pas su le dresser. Et ça, si vous voulez, c'est l'aspect peut-être le plus profond de cette crise de la relation entre l'humain et l'animal dans la vie quotidienne, et dont les journaux nous parlent constamment, ces incidents avec les chiens. Patrice de Plainquette parlait tout de suite de la méchanceté dont l'animal est faussement crédité, alors que ça renvoie à notre incapacité de nous relier correctement à lui. J'ai fait une petite expérience avec mes élèves. Je leur ai proposé le mot de cruauté. Eh bien, faites l'expérience autour de vous. Si vous avez à faire une comparaison avec le mot cruel, tout le monde vous dira cruel comme un tigre. Et là encore, c'est une folie. Le tigre n'est jamais cruel. Le tigre se comporte comme un tigre. En revanche, l'être humain, lui, il a la capacité de devenir soit cruel, soit doux. Doux, c'est pas mou. Mais c'est précisément, il a la capacité et par conséquent la nécessité de découvrir l'agressivité qui est en lui et de l'utiliser de façon humaine. Mais s'il ne l'utilise pas de façon humaine, il devient inhumain. Et dire qu'il est inhumain, c'est bien pire qu'une bête. Donc vous voyez que le sujet est d'une très grande richesse, parce que d'une certaine façon, l'animal peut, de façon fausse enfin, nous apporter une sorte de bonne conscience. Les bêtes sont bestiales, mais les bêtes sont des bêtes. L'homme, lui, il peut avoir un comportement infrahumain, et plutôt que de dire infrahumain, on dira bestial. Mais on n'a pas pensé jusqu'au bout ce qui était en cause. J'ajoute que lorsque l'homme se dépasse, son comportement atteint une plénitude d'héroïcité ou de sainteté dont l'animal, évidemment, et l'animal non rationnel, c'est-à-dire la bête, est absolument incapable. Alors, vous avez, après avoir fait cette première partie de constatation, vous êtes passé insensiblement dans la deuxième partie de cette émission. Justement, ça serait de se poser un peu les questions de ce changement de rapport entre l'homme et l'animal, alors que finalement, ça fait des siècles qu'on est dans un rapport plutôt pacifié avec les animaux. Enfin, on les tue, ils nous tuent, enfin, tout ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, brutalement, les choses changent de cette manière-là? C'est effectivement sans précédent. Et quand vous étudiez les textes tout à fait étranges et intéressants, des mouvements très militants pour ce qu'ils appellent les droits des animaux. On pourra parler tout à l'heure de ce que sont ces droits, ces fameux droits des animaux. Vous découvrez qu'il y a au fond de l'idéologie de ces mouvements militants plus une détestation envers l'humanité qu'un véritable amour envers les bêtes. Et on a l'impression que le fond de leur pensée, c'est de créer une rupture aujourd'hui avec tout ce qui a précédé depuis l'aube des temps. Il faut détrôner l'humanité, qui était sur le trône depuis l'hominisation, depuis les premiers hominidés, et il faut installer une sorte de, on ne sait pas très bien quoi, ça serait la biosphère, qui serait la grande puissance globale, planétaire, la vie avec un grand V, dont feraient partie les bêtes, les êtres humains, etc. Mais les humains pas plus que les bêtes, ni autrement. Et les humains n'auraient
plus de spécificité, plus de particularité. Ce qui signifie que la civilisation n'aurait plus de raison d'être. Parce que la civilisation est fondée sur la distinction entre l'humain et l'animal. Oui. Et ça, c'est absolument sans précédent. Et quand vous étudiez les textes des mouvements comme le PITA anglo-saxon ou comme les mouvements antispécistes qui existent chez quelques intellectuels français, vous constatez qu'il y a chez eux une espèce de volonté extraordinairement radicale de supprimer, de sortir de la civilisation. Alors, ça vient d'où ? Ça, peut-être que Jean-Marie Meyer va nous en dire. Souvent, il y a un discours post-colonial, c'est-à-dire qu'on pense le modèle, le rapport homme-animal sur le rapport colonisateur. C'est souvent une réflexion qui date des années 70 là-dessus et qui s'est généralisée. Oui. Je crois que la perspective d'une certaine mauvaise conscience de l'homme à l'égard de son histoire et de ses rapports aux bêtes est certainement un des éléments, j'allais presque dire une couche lorsqu'on s'efforce de répondre à la question que vous posiez, à savoir mais comment en est-on venu là ? Cette dimension sociologique de mauvaise conscience est, je crois, très importante. Mais comme philosophe, je voudrais mettre l'accent sur autre chose. Donc ça, c'était notre premier argument. Il y a un deuxième argument que vous nous avez. Je crois qu'il y en a un deuxième, mais enfin qui nous ouvre sur de véritables profondeurs et qui est transhistorique. C'est qu'au fond, la question est toujours posée à l'homme. Qui es-tu ? Et lorsque l'homme tente de répondre à cette question, il découvre une chose étonnante, surprenante, mystérieuse. C'est qu'il est le seul à se poser ce genre de questions. Et qu'au fond, il ne peut pas répondre jusqu'au bout à la question « Comment, par lui-même, comment se fait-il que je sois aussi original que cela ?» Tout se passe comme si l'homme était sur cette terre animé d'une question sur son être, mais que pour ce qui concernait la réponse, il devait faire appel à autre chose que cette petite planète. Et évidemment, ça nous plonge d'entrée de jeu dans des questions métaphysiques et religieuses. Alors lorsque la métaphysique est en crise et lorsque la religion est moins vécue, eh bien, il ne faut pas s'étonner que, évidemment, les êtres cherchent dans d'autres directions. Simplement, nous ne devrions pas nous étonner nous-mêmes qu'on retrouve de très vieilles réponses, à savoir, l'homme, ça n'est jamais qu'une bête. Alors un certain nombre de gens dans notre civilisation diraient évoluer. Avant, on disait une bête qui est en quelque sorte le fruit des forces cosmiques. Mais vous voyez que c'est vraiment d'une question centrale de notre civilisation qu'il s'agit. Moi, j'ai l'impression que le rapport homme-animal est très représentatif d'une sorte de crise de conscience de l'homme aujourd'hui. Donc mauvaise conscience, crise de conscience, mais j'allais dire, il y a peut-être aussi une réponse un peu tout simple, c'est qu'il y a des gens qui aiment leur bête à l'excès. Parce qu'ils se sentent seuls, parce que... Est-ce que ça... Je veux dire, je pense que certains de nos téléspectateurs ont un rapport très affectif avec leur animal, mais nous tous, avoir un rapport affectif avec les bêtes, pour moi, ne pose strictement aucun problème. Toute la question est de savoir si, à l'occasion de ce rapport affectif, c'est ma propre identité qui est mise en cause. C'est ça précisément qui est en cause aujourd'hui. Autrement dit, le compagnonnage de l'homme et de la bête est une donnée pérenne de toutes les civilisations. Ce qui est nouveau, c'est qu'à l'occasion de ce compagnonnage qui ne se dit plus comme tel, je vous rappelle que compagnon, c'est celui avec lequel on partage le pain. Et quand on a des bêtes, on les nourrit. Et évidemment, quand on nourrit des bêtes, on fait l'expérience d'une vie en commun. Donc, il n'y a là rien que de très normal et de très bon. Sauf que, aujourd'hui, pour des raisons effectivement qui sont sociologiques, psychologiques et spirituelles, c'est l'homme lui-même qui est entré en crise. Soyons honnêtes, il ne faudrait pas que les animaux portent le chapeau, pour faire référence à l'image de mon livre, de notre livre, que portent le chapeau du malaise de l'homme. C'est pas honnête. J'ai quand même envie d'être un peu l'avocat du diable. On a vu beaucoup dans la télévision de nombreux reportages où on nous montre des singes. C'est l'exemple le plus simple. Des singes qui paraissent avoir quand même quelque chose d'un peu humain, ou disons une sorte de comportement qui pourrait paraître intelligent. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Précisément, tout est dans le mot « paraître ».
Et il faut se garder de l'illusion consistant à interpréter une mimique de singe comme ce qu'elle serait s'il s'agissait d'un homme. Car un faciès de singe n'est pas un faciès humain, même le nombre de muscles n'y est pas, etc. Ce qu'il y a dans le regard d'un singe, personne ne peut le déchiffrer. Et quand on dit « il ne lui manque plus que la parole », on a en effet tout dit. Parce que pourquoi lui manque-t-il la parole? Parce que précisément, ça n'est pas un humain. Et que le fossé est précisément là. Ce que le singe exprime et ce que l'humain exprime, la parole humaine et le langage ou la communication de la bête sont de nature totalement différente. Alors tout l'effort actuel, c'est pour mélanger tout ça, pour dire mais non, c'est pas de nature différente, c'est exactement la même chose. C'est la vie qui se manifeste. Bon. Et donc, il suffirait de donner leur chance aux singes. On leur donne leur chance et vous allez voir, ils vont se mettre à taper à la machine, ils vont se mettre à taper à l'ordinateur et ils vont s'exprimer comme nous. Rien dans les expériences scientifiques menées jusqu'à présent ne mène à cette conclusion. Alors on vous dit, la science le montre, elle le démontre. Eh bien ce n'est pas vrai, la science ne démontre pas du tout ça. Elle démontre tout à fait autre chose, d'absolument passionnant. Et il y a des bêtes beaucoup plus douées que d'autres pour l'usage des symboles, des symboles que l'humain, dans le laboratoire, met à la disposition de l'animal. Pour demander une banane, il touche un jeton vert, on lui donne une banane. Il apprend quand il touche cette chose qui est comme ça, ronde et qui est verte, on lui donne quelque chose qui est bon à manger et il le refait indéfiniment. Mais ça ne signifie pas qu'il a appris, qu'il est en train d'entrer dans le monde du langage humain. Alors, c'est une question évidemment tout à fait centrale, mais je crois qu'il est très important que chacun comprenne bien qu'il a sa propre expertise. Je veux dire par là que, non seulement pour ce qui concerne le langage, bien entendu, mais pour ce qui concerne l'expressivité des animaux, on a tous la possibilité de voir de quoi il s'agit de façon très simple. Je vous suggère d'aller, je m'adresse aux téléspectateurs, d'aller au zoo et d'aller spécifiquement devant la cage des singes et d'observer ce qui se passe. Les animaux, les bêtes, ces animaux donc sans la raison, mènent leur vie. Certes, ils requièrent de temps en temps une cacahuète ou une pomme de la part de ceux qui les regardent. Mais regardez en revanche, observez ce qui se passe avec les petits humains. Les petits humains font les singes. Les petits singes ne font pas les humains. C'est-à-dire que les animaux ont des mimiques, les bêtes ont des mimiques, mais les êtres humains, eux, se posent la question de savoir ce que c'est qu'un comportement, ce que c'est qu'une conduite, et au travers de cela, ils découvrent une chose absolument fascinante, c'est qu'il y a des êtres qui sont vivants, qui sont donc un peu comme nous, qui ont quelque chose qui s'apparente à un visage, une gueule, et ils font quelque chose qui a du sens. Mais ce qui est terrifiant, c'est d'observer en revanche qu'il n'y a pas d'effet de miroir. Autrement dit, la bête ne cherche pas à imiter l'homme. Une chose, alors, on évoquait le travail des scientifiques, il y a une moisson merveilleuse. Les bêtes sont parfois extraordinairement douées et ont des connaissances que nous n'avons pas. Comme vous le savez peut-être, au moment des tsunamis, les éléphants ont rompu leurs amarres et se sont mis à l'abri avec d'ailleurs plein d'autres bêtes. Les hommes, eux, se sont laissés piéger. Donc, il ne s'agit pas du tout de conclure que dans leur contexte originel, les bêtes sont incapables de s'orienter et surtout qu'elles sont sous tous les rapports inférieures à notre connaissance. Simplement, lorsqu'on aborde la question du langage, du logos, de la logique, du raisonnement, de la réflexion, là, nous commettons une erreur radicale. Nous demandons aux bêtes de faire comme nous, alors qu'elles ont leur propre circuit. Oui, mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'ils n'ont pas de langage? Après tout, certains ont dit, c'est parce qu'ils n'ont pas les organes de la phonation, mais donnons-leur des outils. Absolument. Et ils vont nous parler. Alors voilà, c'est là où il faut être très précis. C'est-à-dire que lorsque nous employons le langage, nous, les êtres humains, nous en avons une expérience, d'ailleurs à plusieurs niveaux, puisque, comme vous le savez, actuellement, par exemple, nous nous regardons, c'est aussi une forme de langage. Je préférerais dire une forme de communication. Bon, ensuite, il ne faut pas confondre langage et langue. Actuellement, nous parlons en français, mais on pourrait peut-être essayer dans une autre langue. Et il y aurait un système de traduction, autrement dit. Et on ne dirait pas la même chose. Et on ne dirait pas tout à fait la même chose. Tout à fait, oui. On pourrait supposer quand même que le sens serait conservé au travers de langues différentes. Bon, alors, regardons maintenant ce qui se passe dans la sphère des bêtes. Il y a sans aucun doute de la communication. Mais de communication à langue, il y a un abîme.
Autrement dit, une chose est d'exprimer des sentiments, des émotions, voire même de faire passer un certain nombre d'informations. Et là, il me semble que la question est réglée. Plus on monte dans l'échelle neurologique de la vie animale, plus on voit des animaux capables de communiquer de l'information et de s'exprimer. Bien. Mais c'est toujours dans le prolongement de leur vie affective et d'une vie collective. En revanche, on ne voit rien qui s'apparente à ce que nous appelons, nous, langage, au sens proprement humain du terme, c'est-à-dire, dans le langage, on communique des idées. Pas simplement des images, mais des idées. Sur cette table, vous avez un livre. Eh bien, le mot livre, ici, vous en avez une sorte d'image, puisqu'il est placé de façon verticale, mais qu'il soit vertical ou horizontal, ça ne change rien. C'est toujours un livre. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Monsieur Prémac, qui est un des spécialistes, justement, du langage animal, et qui était convaincu d'entrée de jeu qu'on pourrait, comme vous le disiez, pallier, en quelque sorte, cette absence d'organes de phonation par des systèmes de symboles. Pour nous, ce sont des symboles, pour eux, ce sont des signes. Un symbole, pour nous, c'est ce qui a du sens. C'est ce qui reste et qui est chargé, en quelque sorte, d'émotion et de mémoire. Le signe, dans le cadre du comportement animal, tel que les êtres humains s'efforcent de le développer, c'est ce qui permet d'obtenir quelque chose. C'est très différent. Lorsqu'un enfant dénomme, il ne se contente pas d'appeler quelque chose. Lorsque le singe manipule le signe banane, c'est qu'il veut une banane. Mais il ne va jamais dire, avec un signe, banane est un mot qui attend de l'être, parce que tout simplement pour lui, ça n'a strictement aucun sens. Le singe nous fait part de son désir d'obtenir quelque chose. Donc il nous parle de lui et de son désir. Il ne nous parle pas de quelque chose en soi. Il ne nous raconte pas une histoire. Il ne nous décrit pas un objet extérieur. L'humain, lui, s'exprime pour décrire quelque chose d'objectif, existant indépendamment des subjectivités des interlocuteurs. Pas l'animal, pas la bête. La bête, alors, jamais. Justement, on a vu aussi des reportages dans lesquels on voit que certains animaux sont capables de mentir. C'est-à-dire qu'on lui dit « Est-ce que c'est toi qui as cassé la chose ?» Et il dit non. Alors, quand on commence à mentir, là, on est presque... c'est presque un homme. Lorsque mon chien... Moi, j'avais un berger des Pyrénées que j'ai passionnément aimé. Lorsque mon chien volait quelque chose à la cuisine et que ma femme l'engueulait légitimement, le chien avait une façon de s'asseoir dans le vestibule et de regarder l'angle supérieur droit du plafond, qui était l'expression même de la fourberie la plus touchante. Oui. C'était absolument charmant et délicieux. Je ne pense pas qu'on pouvait appeler ça du mensonge. C'était une sorte de dénégation. Ou peut-être de nous marquer qu'on pouvait toujours hurler, que ça ne lui défrisait pas un seul poil. Vous voyez pas une sorte d'intention ou d'intentionnalité? Alors, l'intention, elle existe, mais je voudrais revenir sur Prémac parce que c'est un des auteurs les plus engagés et qui, je trouve, sur ce point, dit une chose tout à fait intéressante. Les animaux non rationnels sont adaptés au monde dans lequel ils vivent. Et ils ont besoin d'un certain nombre de choses pour vivre. J'ajoute qu'il peut y avoir des prédateurs et il est extrêmement utile pour eux, dans certains cas, de se prévenir de la présence des prédateurs. Tout ça, c'est de la communication, bien entendu. Bon. Mais il n'y a jamais ce rapport distancé à l'égard des choses. Et sur ce point, Prémac observe avec une certaine ingénuité cette chose étrange. Il le dit, il n'a jamais réussi à expliquer à Sarah, sa guenon favorite, fameuse guenon, extrêmement douée d'ailleurs. Il a pu lui expliquer la manipulation d'un certain nombre de signes, mais il s'étonne du fait que jamais Sarah n'a pu utiliser le signe feuille, feuille des arbres, pour dire la même feuille selon qu'on est au printemps ou à l'automne. Et pour une raison très simple, c'est qu'au printemps, la feuille est verte, à l'automne, la feuille est rouge. Pour n'importe quel enfant humain, le mot feuille a son sens indépendamment de la couleur du temps. Et il me semble que créditer un animal d'une capacité de comprendre, c'est lui donner la possibilité d'avoir dans la tête deux choses et de jouer sur le rapport entre ces deux choses comprises. Patrice de Plinquette évoquait en revanche un animal pris en flagrant délit par l'être humain et qui souffre de se sentir froissé, menacé peut-être. Tout ça, c'est de l'émotif.
mais ça ne suppose pas du tout une intentionnalité au sens où nous en parlons, nous, quand on fait de l'éducation, et où on dit à l'enfant, dis donc, c'est comme ça, tu m'as dit autre chose, et tu as calculé de dire autre chose. C'est comme ça, on vient de découvrir le verbe qui dit tout, le verbe être. Sans verbe être, il n'y a pas d'humanité. Cherchez bien, ça pourrait nous emmener très loin et très haut. Alors, je termine quand même par... je continue dans mon avocat du diable. Il y a les animaux sociaux. Les animaux sociaux, ça a beaucoup fasciné. Est-ce que c'est pas une forme d'intelligence? Est-ce que c'est pas une forme de... Et peut-être même quelque chose qu'on pourrait imiter. Alors, il y a eu toute une construction idéologique de droite, d'ailleurs, curieusement, dans les années 1980, qui s'est appelée la sociobiologie, oui, et qui prétendait donner aux sociétés humaines des leçons d'organisation en s'inspirant de la sociétés animales. Oui. Là, on est dans le confusionnisme mental le plus complet, parce que la société humaine et la société animale repose sur deux choses absolument contraires. La société animale, tous les rapports entre les individus sont pour l'intégration dans le groupe, pour l'harmonisation, le réajustement permanent des équilibres internes du groupe. C'est le groupe qui domine. Dans la société humaine, l'individu prend sa distance par rapport à la société et il porte sur elle un regard critique. C'est là-dessus que repose la démocratie, c'est là-dessus que reposent les sociétés humaines, même les moins démocratiques. L'individu a quand même toujours cette marge de liberté, et la morale sociale humaine, c'est une morale qui critique la société. Alors que la soi-disant morale sociale animale, c'est l'instrument de pression du groupe sur chaque individu. Alors, dans des sociétés totalitaires, en effet, oui, en effet, peut-être qu'il y a quelque chose d'animal, de bestial plutôt. Mais dans une société humaine, civilisée, évoluée, une société libre, eh bien, on est complètement dans le monde opposé à cette autorégulation bestiale. Alors, je crois qu'il peut-être pour la clarté de ce sujet, les animaux sociaux, il faut distinguer deux cas de toute façon fort différents. Les sociétés d'insectes et les sociétés de primates, des grands singes que l'on connaît et qui ont effectivement une organisation sociale que l'on a étudiée dans les 20 dernières années et qui nous livre des renseignements passionnants sur ce qu'on peut appeler une forme de hiérarchie sociale. Patrice de Plinquette l'a parfaitement montré. Je ne vois pas qu'il y ait une grande tentation, à Dieu ne plaise que nous basculions dans cette tentation, à imiter les sociétés d'insectes. Parce que ce sont des sociétés effectivement très efficaces, mais enfin strictement impitoyables. Oui, ce sont des sociétés fascistes. Ce sont des sociétés... je fais une... Le mot est faible. Je crains que le monde soit très faible. Alors, en revanche, la question qui a été posée dans les 15 ou 20 dernières années, elle porte sur autre chose. Elle porte sur ce que certains estiment être l'émergence de la morale humaine au travers des liens sociaux que l'on constate dans certaines sociétés de singes. Au travers de l'idée suivante, on constate des comportements d'entraide à l'intérieur de groupes. Les mères s'occupent de leurs petits, ça c'est quand même antérieur à ce qu'on savait, on l'a toujours su, mais même un certain nombre d'individus faibles sont parfois aidés par les autres. Alors un certain nombre de penseurs se disent, après tout, est-ce que c'est pas l'émergence de la sympathie et puis de l'altruisme, et de l'altruisme, et puis jusqu'au bout, de la charité, et donc de la morale. Alors ici, je crois qu'il y a une chose très importante qui nous renvoie une nouvelle fois au titre du livre. Ne croyez pas que ce soit seulement pour la publicité. C'est que nous sommes, nous, des êtres sensibles. Et donc, de ce fait, nous expérimentons que lorsque quelqu'un qui me ressemble souffre, ça me touche. D'ailleurs, le verbe dit tout. Et être touché par, c'est pas la raison, c'est pas l'intelligence, c'est l'affectivité, j'allais presque dire, sont les tripes. Bon, cela étant, lorsqu'il s'agit de savoir si l'autre qui est en face de moi est touché par le malheur, je ne peux pas réduire son malheur à l'expérience que j'en ai. Parce qu'alors à ce moment-là, vous voyez bien ce qui se passe. C'est qu'on se dit qu'on est sympathique, étymologiquement, on souffre avec, mais on fait de telle sorte que la souffrance d'autrui n'a d'importance que si elle me parle. Avec cette attitude-là, très répandue d'ailleurs, c'est la morale elle-même qui entre en crise. Toute la tradition éthique sur laquelle nous vivons encore est une tradition qui est fondée sur
Tout autre que moi, de même espèce que moi, est respectable. Premier point. Le respect de l'autre en tant qu'il est comme moi, c'est-à-dire un être humain. Deuxièmement, il a une originalité qu'il faut préserver. Troisièmement, si j'ai des sentiments à son égard, c'est une chose, mais la morale ne s'évalue pas au nom des sentiments que j'ai, mais au nom de la dignité propre de la personne qui est en face de moi. Et vous voyez par conséquent que c'est le sens de la personne qui est en cause. Ça nous fait une transition toute naturelle à donc une troisième partie assez rapide. Est-ce qu'il faut donner des droits aux animaux, comme on a fait des droits de l'homme? Est-ce qu'il faut faire une morale pour les animaux et donc on va passer dans le juridique là. Je peux vous raconter une anecdote qui a à voir avec le métropolitain. Il y a quelques années, alors là j'étais pas sur mon vélo, mais j'étais dans le métro, ce qui arrive à beaucoup de nos contemporains, et je suis tombé une nouvelle fois en arrêt devant une inscription. Le droit des Noirs, le droit des femmes, le droit des animaux. Le 19e siècle a été l'émergence du droit des Noirs, le 20e siècle a été l'émergence du droit de la femme, le 21e siècle sera celui des droits des animaux. Eh bien écoutez, cette société-là, moi je n'en veux pas. Une société qui relie sa propre histoire en mettant sur le même plan la libération des gens qui ont été utilisés comme du matériel, les Noirs, une civilisation qui se rend compte au bout d'un certain temps que toute femme est évidemment aussi respectable qu'un être de sexe masculin. Une société par conséquent qui découvre que le droit est fondé sur l'appartenance à l'espèce humaine. Bascule aujourd'hui dans après tout, du moment qu'on étend le droit, c'est bon et ça fait du bien. Mais c'est catastrophique, parce que alors à ce moment-là, ça veut dire que notre propre histoire elle-même est l'histoire d'une sorte d'extension indéfinie, irrespectueuse de la personne noire et de la personne féminine. Et je ne force pas le trait. Si on ne distingue pas ce qui appartient à l'espèce humaine et ce qui n'y appartient pas, tout le sens de notre histoire, en quelque sorte, part en charpie, puisque ça n'est jamais que l'autre, en tant qu'il est sensible, qui doit être, paraît-il, libéré. Il me semble que c'est vraiment le sens de l'humanisme qui est ici en cause. Alors, quels sont les mouvements qui sont derrière? Est-ce qu'il y a de la politique? Est-ce qu'il y a de l'enjeu? C'est quoi? C'est un complexe qui est finalement extrêmement puissant, qui va, je dirais, des groupes militants les plus minoritaires et les plus extrêmes, du genre de la bande d'allumés qu'on le voyait dans ce film américain des années 90 qui s'appelait L'Armée des 12 singes, et qui se terminait d'ailleurs par un virus qui tuait les trois quarts de l'humanité. C'est là qu'on trouve derrière le militantisme, le droit des animaux, une espèce de détestation foncière de l'humain. Mais ces extrémistes-là sont en résonance avec, je dirais, tout un consensus actuel, reposant largement sur le marketing, parce qu'il y a énormément de marchés de consommation autour de ce culte des animaux. Le monde des documentaires télévisés, l'édition naturellement, les livres, les films, etc. Tout cela pousse dans le même sens, qui est de pousser les gens vers l'idée que on entre dans un monde nouveau dans lequel les bêtes seront les égales des hommes et qu'il n'est que temps et qu'il faut en finir avec l'oppression humaine. Il faut libérer les bêtes et même leur donner des droits politiques. Il y a des associations qui font du lobbying auprès de l'ONU pour qu'on le reconnaisse aux cétacés le rang de nation, doté de droits civiques et politiques. Alors évidemment pas territorial, parce que sur les océans ça serait un peu difficile. Mais un passeport. Mais qui réclame également des libérations, entre guillemets, de pans entiers de territoire qui seraient donnés aux animaux et où les hommes n'auraient plus le droit d'entrer, qui seraient des républiques animales libres. C'est un délire complet. Mais on se rend compte aujourd'hui que Monsieur Dupont, Madame Durand, vous et moi, etc., on a beaucoup de mal à prendre une distance critique par rapport à ce délire. On se dit, après tout, pourquoi pas? C'est gentil, peut-être que c'est juste, peut-être qu'il faut, et on ne se rend pas compte que, on fera le malheur des animaux, le malheur des bêtes, et pas leur bonheur, puisque on va les traiter comme elles ne demandent pas à être traitées du tout, et deuxièmement, on va faire le malheur de tous les humains en faisant dérailler la civilisation. Parce qu'un univers dans lequel on ne saurait plus ce que c'est que la société humaine,
c'est un univers où la société humaine ne pourrait plus se gouverner. Alors par quoi, par quelle force serait-elle gouvernée ? Le marketing seulement, c'est un drôle de monde. Parce que vous pensez que c'est juste du marketing? Non, je pense que le marketing donne une amplification démesurée à quelque chose qui était là à l'état potentiel sur le plan idéologique, mais qui, par le biais justement de ce battage de marketing de consommation de masse, acquiert une influence, un ascendant sur l'opinion publique gigantesque aujourd'hui. Et ça, c'est sans précédent. C'est tout à fait sans précédent. Oui, je voudrais aussi ajouter qu'il y a, pour toujours aller dans le même sens et répondre à votre question, il y a aussi une inquiétude. Il y a une inquiétude sur l'état de la planète. Bon, et ça, ça appelle des réponses. Oui, c'est une inquiétude légitime. Et c'est une inquiétude tout à fait légitime. Et ça nous renvoie par conséquent à la place de l'homme dans la nature. L'homme est incertain. Et étant incertain, il cherche des solutions, et comme toujours quand on a peur, on risque de basculer dans des situations, dans des solutions extrêmes. Alors c'est pourquoi dans ce livre, nous tenons à une distinction que nous croyons extrêmement importante, Patrice et moi, à savoir la distinction entre la protection et le respect. Bien sûr qu'il faut protéger les espèces animales pour transmettre à nos enfants, à nos descendants, une vie, une nature dans laquelle la vie humaine et la vie en général soit toujours possible. Bon. Mais une chose est un impératif de protection des espèces, une autre, l'exigence de respect. Car le respect ne va pas à l'espèce, le respect va à la personne. Alors, vous voyez bien qu'ici, il faut faire extrêmement attention, c'est que porté par cette angoisse, et je crois que le mot n'est pas trop fort, à l'égard des dévastations, hélas très réelles, auxquelles on assiste aujourd'hui, un certain nombre de gens peu soucieux de précision terminologique, à moins qu'il y ait évidemment, je ne l'exclus pas, de l'idéologie derrière, mais pour l'immense majorité des gens, ce n'est pas le cas. Les gens disent, oh, écoutez, la distinction, protection, respect, c'est pas si important. C'est le sens de l'humain qui se joue ici. Et donc, l'objectif de notre livre, c'est de montrer que les bons sentiments ne font pas de bonne philosophie et ne font pas de bonne politique non plus. Et donc, nous voulons mettre en garde nos contemporains, nos lecteurs, non pas du tout contre l'amour de l'animal, que nous partageons de l'animal et de la bête, l'animal humain et la bête non humaine, que nous partageons évidemment, mais contre une façon perverse, et le mot n'est pas trop fort, de tenter de la traduire, non seulement dans la vie quotidienne, mais surtout ici, dans la vie collective. Alors, le but de la philosophie, c'est que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce que vous proposez pour vous battre? Alors, en journaliste que je suis, je répondrais réinformer l'opinion, réinformer les foules qui font un succès tout à fait légitime à tous les salons des animaux qui se précipitent film animalier au bois de Vincennes, etc. C'est pas mal. Et c'est très bien, c'est excellent, à condition de ne pas se faire manipuler par justement du marketing qui vous explique que vous avez absolument besoin d'on ne sait pas quel serpent venimeux chez vous, parce que là on est dans l'exotisme difficilement défendable. Mais il est indispensable que plus l'intérêt grandit de l'humain vers la bête. Et c'est excellent que cet intérêt grandisse. On ne s'intéressera jamais assez aux bêtes. Absolument. Plus il faut que cet intérêt soit éclairé, c'est-à-dire que l'on en sache plus long sur les bêtes, qu'on sache quel est leur mode de vie, ce qu'elles peuvent attendre de l'existence, et donc ce qu'on leur doit. Et on leur doit de les laisser vivre selon leur nature, c'est-à-dire selon leur programmation par rapport à leur environnement. C'est absolument. Donc il faut les connaître. Donc il faut être informé, il faut s'informer sur les animaux domestiques, et y compris les animaux de plus en plus exotiques que nous avons aujourd'hui en guise d'animaux domestiques. Les connaître toujours mieux. Et les connaître toujours mieux, les respecter, comme on dit. Je ne sais pas si on peut respecter une bête quand on est un humain, je ne sais pas si le mot a un sens, mais en tout cas on peut respecter... On n'est pas d'accord. En tout cas, on peut respecter leur nature. C'est-à-dire ne pas exiger d'eux qu'ils se comportent comme des humains, ou ne pas projeter sur eux des fantasmes d'humains, parce qu'alors on les rendra malheureuses, ces bêtes. Donc il faut les connaître. C'est la première des choses, et je dirais, à la limite, c'est la plus facile, parce que tout le monde peut s'informer.
Il y a d'excellents livres. Et du point de vue de la morale, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, Là, on touche. L'animal est en fait un miroir Exactement. de ce que nous sommes. Exactement. Et j'allais presque dire, lorsque une personne humaine, dans le miroir, a le sentiment de voir un chien, là, il y a un vrai problème. Lorsque le chien est avec elle, dans sa maison, compagnon, aucun problème. C'est la vie qui est en cause. Et c'est le fait que l'homme assume sa responsabilité à l'égard de la nature. En revanche, moi, il y a un mot dans lequel je voudrais résumer cette attitude philosophique, c'est vigilance. Vigilance sur ce que nous sommes. Veiller sur les frontières de l'homme, car les frontières garantissent en quelque sorte, veiller sur les limites, car les limites garantissent l'identité. Alors, il est extrêmement important que, par exemple, sur le plan éducatif, on fasse bien comprendre à l'homme qu'il y a en dessous de lui et au-dessus de lui. Et il me semble que, surtout sur votre antenne, apprendre à l'homme à regarder au-dessus de lui, ça l'amène à s'interroger sur ses propres limites. L'homme n'est ni une bête, ni un dieu, disait déjà le vieil Aristote. Et je crois que ces considérations très, très simples, mais qui appellent par conséquent à comprendre ce dont on parle, sont, je crois, le meilleur antidote contre une façon, comment vous dire, maladroite de tenter de réagir dans un monde nouveau, mais qui est un monde dangereux. Dangereux parce que on a les moyens de se détruire, dangereux parce qu'on a des sentiments, mais les sentiments ne sont pas un pilote suffisamment avisé lorsqu'il y a des écueils. C'est pourquoi il me semble que le mot vigilance dit bien le message que moi, comme philosophe, je voudrais laisser très clair dans cette émission. Jean-Marie Meyer, Patrice de Plainquette, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, cette fois-ci sans l'écorcher, c'est « Nous sommes des animaux, mais on n'est pas des bêtes » et c'est paru aux éditions des Presses de la Renaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.